Alors bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Angèle, je suis présidente de Community depuis cette année. Community, c'est l'association, qui représente les étudiants en communication à l'IAE de Poitiers. Donc tout au long de l'année, on réalise, des événements qu'on propose aussi bien aux étudiants de l'université de Poitiers, aux élèves, en communication et autres, à l'IAE de Poitiers, mais aussi aux professionnels de la communication, sur Poitiers et dans la Vienne. Donc, on travaille souvent justement avec Réseau Com 86. Donc, on a l'habitude de réaliser normalement 6 événements dans l'année, des after-work, des workshops et des débats de la com. Cette année, en vue de la situation un peu compliquée avec le Covid, on va réduire un peu les événements, mais ils vont tout de même avoir lieu. On a pu réaliser un premier workshop d'ailleurs cette année sur comment booster sa communication sur les réseaux sociaux. Donc voilà, et aujourd'hui, je suis accompagnée de Zoé Baudin, qui est ma trésorière et avec qui je travaille tout au long de l'année pour mener à bien tous les projets. Et on est une petite équipe qui est derrière nous. Il y a les L3, on travaille avec des L3 qui sont en information et communication, et c'est eux qui portent le projet aussi, les projets événementiels ou les projets numériques. Donc voilà, le but, c'est vraiment de faire rayonner et de faire connaître la formation en communication autour de l'IAE, auprès des professionnels. Et voilà, donc je laisse la parole à Réseau Com 86. Bonsoir à toutes et à tous. Sabrina Redaouia, je co-dirige les Comnambules, une agence de communication print et digitale. Et je suis également trésorière de Réseau Com 86, qui est l'association des communicants de la Vienne, qui regroupe aujourd'hui une centaine d'adhérents, donc à la fois des professionnels de la com, mais aussi des étudiants, donc avec Community et l'école de design de Nouvelle-Aquitaine. L'association elle a plusieurs objectifs. Tout d'abord, créer du lien entre les adhérents, entre les structures, avec le territoire. Il s'agit aussi de toujours monter en compétences, de partager nos expériences, nos problématiques, et puis d'anticiper les évolutions de nos métiers pour prendre de la hauteur un peu sur tout ce qui concerne nos activités. En temps normal, hors Covid, on organise en général un événement par mois, soit 10 événements à l'année, sur des formats et des sujets plutôt variés. Ça peut être des petits déjeuners thématiques, des déjeuners, des after-work. Donc là, c'est vrai qu'on est malheureusement un peu à l'arrêt. On a dû annuler au dernier moment notre AG, donc, qui devait avoir lieu en septembre. Donc pour l'instant, on n'a pas encore lancé d'appel à cotisation, mais on vous invite bien sûr à nous rejoindre, que vous soyez étudiant ou professionnel. On sera ravis de vous accueillir dès que la situation sera un peu rentrée dans l'ordre. Donc, au nom de Community et de Réseau Com, merci à tous pour votre présence à cet événement dédié aux tendances de la com. Comme son nom l'indique, on va s'intéresser au secteur de la communication, sans trop rentrer dans les détails du marketing, parce que c'est un sujet qui est plutôt vaste et qui mériterait lui aussi un événement dédié. Donc, pour cet événement dédié aux tendances, on va tout d'abord aborder les nouvelles pratiques qui ont émergé cette année et qui vont continuer à nous inspirer l'année prochaine. Et ensuite, on verra avec Jérôme les tendances graphiques qui vont marquer l'année à venir. Donc, quand on a préparé l'événement avec Community, parler tendances, c'est vrai qu'on s'est dit que c'était un exercice un peu compliqué. Merci Anto. C'est un peu un exercice compliqué compte tenu du contexte incertain qu'on connaît tous. Donc là, l'idée, ce n'est pas de vous présenter des vérités absolues sur le sujet, mais plutôt d'ouvrir le débat en vous proposant des pistes de réflexion. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos points de vue. On sera ravis d'échanger à la fin de la présentation avec vous. Donc tout d'abord, pour envisager 2021, c'est assez difficile de ne pas penser à l'année qui vient de s'écouler, tant elle a été particulière, inédite, singulière, tout ce que vous voulez, à bien des niveaux. Excusez-moi, petit problème technique. On revient. Voilà, on est au bon endroit. Excusez-nous.
Donc, comme je disais, ouais, l'année 2020 a été vraiment particulière. La crise sanitaire, le confinement qui a suivi, tout ça, ça a provoqué un net ralentissement de l'activité économique en mars, avec une baisse de la consommation sans précédent. Tous les secteurs d'activité sont touchés, sont impactés par la crise, et le secteur de la pub n'est pas épargné, loin de là. Dès le mois de mars, on a en effet constaté une forte réduction des campagnes de communication. Les annonceurs ont fortement réduit leurs investissements, et on estime une baisse de près de 30% des achats publicitaires sur le premier semestre 2020. Par ailleurs, la crise, elle a entraîné des changements profonds sur nos façons de travailler, de consommer ou de communiquer. Et tout ça, ça a fait que le marché de la pub, il a dû se réorganiser, voire se réinventer pour s'adapter à cette crise. Et c'est la raison pour laquelle on a vu des tendances qui ont émergé. Donc, on a travaillé sur le sujet avec Community, et puis on pense que c'est des tendances qui vont perdurer au moins sur le premier semestre 2021, en tout cas tant que la crise sera présente. Donc, je vais laisser la parole à Jérôme qui va vous présenter la première tendance autour de l'authenticité. Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Et donc voilà, la première tendance qu'on a identifiée, il s'était vraiment développé sur le dernier trimestre 2020, enfin depuis septembre. C'est une tendance sur l'authenticité, l'engagement et la responsabilité. On imagine que cette tendance va pouvoir continuer encore dans le contexte de crise qu'on est encore en train de traverser et de laquelle on n'est pas prêt de sortir, du moins sur le premier trimestre 2021. Donc, on peut imaginer que les marques vont rebondir. Alors, il y a eu des précurseurs et d'autres qui vont être en retard, qui vont plus copier. Donc, il s'agit plus de campagnes, dans ce cas-là, de campagnes coup de poing qui sont directement en réaction directe à l'actualité. Et c'est l'occasion pour les marques vraiment de faire bas les masques en ayant des discours très vrais, très réalistes. Ils transcendent un peu leur image pour passer des messages qui tendent à des choses très universelles. On a des communications aussi directes qui sont en marketing direct ou des choses comme ça qui vont être signées directement par les dirigeants. Donc là, on a vraiment une proximité qui se crée avec les consommateurs. Par ailleurs, si on parle de l'engagement, c'est vraiment une occasion dans ces campagnes de marquer le poids des mots et en mettant en avant vraiment des discours et des slogans très forts plutôt que des images. Donc là, on est sur du texte essentiellement sur ces campagnes-là. L'idée, c'est vraiment de créer un lien émotionnel avec l'audience et en s'emparant des thématiques fortes, alors que ce soit la crise sanitaire ou Black Lives Matter, ou alors d'autres choses plus sociétales qui nous concernent en France au niveau de la police, etc. Donc c'est vraiment l'occasion pour les marques de se racheter une image en surfant sur les bons sentiments. Et tant que la crise durera, à notre sens, ça pourra être encore possible d'utiliser cette tendance-là. Néanmoins, il faut faire attention à ne pas sombrer dans la bien-pensance totale qui va carrément se noyer. En fait, après, le discours va être complètement galvaudé un peu par la surenchère sur ce thème-là. Donc, c'est un peu ce que j'ai mis en tout petit, c'était un peu la course au hashtag MeToo. Tout le monde a envie aujourd'hui de dire son avis sur cette idée-là. Alors, c'était effectivement Burger King qui avait un peu lancé la chose avec McDo notamment. Donc là, c'est vrai qu'après, on a vu toute une escalade de bons sentiments comme ça qui se sont affichés. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va devoir durer? Je ne suis pas sûr. En revanche, je pense qu'il y a encore des marques qui peuvent se positionner là-dessus et pour lesquelles ça pourrait être pertinent. D'un point de vue graphique, c'est assez pauvre également. Donc, on arrive sur des choses très minimalistes, très sobres, avec une priorité au texte, évidemment. Et la signature en très discret, vraiment, limite, c'est institutionnel ou message, presque du message politique. Donc, je vais laisser Community commenter un peu les exemples qui illustrent un peu cette tendance-là.
Alors, comme Jérôme nous l'a dit, il y a l'exemple type de Burger King qui encourageait ses consommateurs à aller consommer chez McDo, mais à la manière d'un communiqué de presse, donc quelque chose de très épuré, donc une page blanche, un gros titre en noir, juste un petit texte et le logo. Et ça a été repris par d'autres enseignes comme Intermarché. Il y a aussi Metro qui a répondu un peu à Burger King parce qu'ils ont dit qu'il fallait surtout mettre en avant les restaurateurs locaux et pas forcément McDonald's. Mais il y a eu cette tendance-là qui fonctionne encore et qui devrait fonctionner au moins jusqu'au premier semestre, comme on l'a dit. Mais après, ça va sûrement s'essouffler au bout d'un moment parce que les messages vont également s'essouffler avec. Et donc, en fait, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, il parlait de surfer un peu sur la vague, notamment avec Begelstein, qui, lors de la sortie de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, a sorti la fiche que vous pouvez voir à l'écran, donc pour dénoncer un peu le fait qu'on ne puisse plus filmer les policiers. C'est vraiment une action coup de poing de Begelstein qui peut être pas forcément bien pris par les policiers ou les personnes du gouvernement, mais c'est aussi la force de cette communication. Ensuite, il y a Nike qui a fait un spot pour soutenir le Black Lives Matter, donc le mouvement antiraciste aux États-Unis. Et ça a été aussi très minimaliste parce qu'en fait, c'était juste une publicité avec un fond noir et un texte qui apparaissait au fur et à mesure pour justement soutenir ce mouvement-là. Et en fait, les marques elles vont surtout souligner le message et pas forcément la forme. Et c'est notamment aussi, je ne sais pas si vous avez vu récemment la pub d'Intermarché sur vos téléviseurs, où on va mettre en avant les soignants face à la crise du Covid-19. Et ils mettent en avant en fait le soignant et on voit très peu Intermarché dans la pub, donc c'est aussi une manière d'apporter de la sympathie pour la marque. Maintenant, on va pas... Pardon. Vas-y, Zoé. Non, j'allais juste dire, maintenant on va passer à la deuxième tendance, donc je laisse prendre la main justement. Pardon, je t'ai coupé. Donc, on va passer à la deuxième tendance qu'on a pu observer et c'est ce côté un peu l'utilité publique. C'est-à-dire que c'est des campagnes qui vont mettre en avant des actions concrètes. Donc, ces marques-là, elles vont faire différentes actions de communication. Ça va être vraiment dans le but d'obtenir une bonne image de la part auprès du consommateur en présentant des initiatives de différentes natures, que ce soit sociales, sociétales ou même environnementales. Ça permet de montrer leur utilité, de prouver que ce qu'elles font, c'est vraiment c'est fait sur mesure pour leur cible et que elles pensent à elles tout le temps. Et ces initiatives, elles peuvent aussi servir à éduquer les individus dans ces différents secteurs, par exemple environnemental, et vraiment montrer que même eux, par exemple une grande entreprise, ça peut faire des efforts sur plein de choses, sur plein de sujets. Donc, l'objectif, en fait, c'est vraiment d'inciter le consommateur à agir comme la marque. Donc, ce côté un peu grand frère qui montre l'exemple ou grande sœur qui montre l'exemple à quelqu'un. Et en fait, graphiquement, ça va prendre une forme, par exemple, d'infographie. Donc, on va vraiment mettre l'information au premier plan pour la rendre plus claire et lisible. Et ça va avoir donc l'effet d'une communication institutionnelle. Et le ton va être très sobre, que ce soit dans le graphisme, mais aussi dans le ton de la communication en général. Donc, je vais laisser Réseaucom vous présenter quelques exemples. Comme on vient de le voir, c'est vrai que les marques, elles doivent sans cesse s'adapter à ce contexte inédit, en faisant preuve notamment d'utilité, comme l'a dit Angèle. On peut citer l'exemple d'LVMH, qui a mobilisé sa filière parfum pour fabriquer du gel hydroalcoolique qu'il a ensuite mis à disposition des hôpitaux de Paris. Donc une initiative là aussi solidaire. On a aussi un autre exemple avec Amazon, qui a récemment déclaré vouloir aider les entreprises françaises dans leur transition digitale.
Amazon a mis au point un dispositif, l'accélérateur du numérique. Donc, c'est tout un programme de formation autour du numérique pour accompagner les entrepreneurs français. C'est les concurrents du SPM. Oui, un peu. Et l'objectif d'Amazon, l'objectif annoncé d'Amazon, pardon, c'est d'accompagner 50 000 entreprises dans leur transphonum. Donc, un objectif plutôt ambitieux. Après, on a ici un autre exemple, pardon. Un dernier exemple avec IKEA et une publicité qu'on va vous montrer là, mais que l'on pourrait qualifier plutôt de pédagogique autour du gaspillage alimentaire, du tri des déchets et du respect de la planète. On va regarder ça ensemble. Ah, vous voilà. Personne ne vous voit venir, mais vous êtes toujours prêt. Vous militez sans le savoir pour adopter des gestes plus responsables à la maison. Vous inspirez les nouvelles générations en défendant les bons gestes du quotidien pour que votre chez vous soit plus respectueux de la planète. Et nous vous soutenons dans votre cause. Avec ces exemples, on comprend bien que la crise, elle est quand même... du scrutin. Excusez-moi. Donald Trump, de son côté, a marqué la journée en... Ouais, donc excusez-nous. On comprend bien là aussi avec ces exemples que la crise, c'est aussi l'occasion pour les marques de prendre la parole sur des sujets un peu polémiques ou controversés, sur lesquels elles peuvent être parfois critiquées. Et les marques, elles veulent surtout montrer, comme on l'a dit, qu'elles servent à quelque chose dans le contexte de la crise. On va maintenant passer à la troisième tendance, qui est liée à la nostalgie. Parce qu'on est tous d'accord, la période actuelle, elle est hyper anxiogène, on a perdu nos repères, nos vies sont chamboulées. Oui, c'est triste. Donc, plus que jamais, on a besoin de se rassurer, notamment en se raccrochant au passé. Vous savez, c'est les fameux « c'était mieux avant », ça c'était le bon vieux temps qu'on entend de plus en plus en ce moment. Et d'ailleurs, on a vu que le nombre de mots-clés liés à la nostalgie avait fait un bond de 88% cette année. Donc, il y a bien là une vague un peu rétro, souvenir, nostalgique qui est apparue suite à cette crise sanitaire. Du coup, là, comme on l'a mis sur la présentation, les marques elles vont plus jouer sur l'émotion, la notion de plaisir. Elles vont nous inviter à nous rappeler de bons souvenirs autour de valeurs communes, des valeurs universelles qui vont parler à tout le monde, comme la famille, par exemple. Et en fait, en véhiculant des messages plutôt positifs, les marques elles cherchent à nous faire oublier tous ces problèmes actuels. Je vais laisser Community nous montrer des exemples de pubs nostalgiques. Alors, comme chaque année, il y a souvent Bouygues Télécom qui fait une publicité qui est très centrée sur la famille. Donc, cette année, ils ont encore frappé, mais avec ce côté vraiment se rassembler. Parfois, ça va être, il y en a eu une il y a 2 ans, c'était plus sur le fait de pouvoir communiquer avec les personnes, même si elles étaient loin l'une de l'autre. Et cette année, c'était vraiment le retour à la famille, le retour à ce repas de famille que cette année, on ne va pas pouvoir forcément faire. Mais il y a ce côté nostalgique toujours de retrouver plusieurs générations tout ensemble. Et c'est vraiment ce qu'ils ont voulu mettre en avant. Et je vais laisser Zoé parler d'une autre publicité. Alors, du coup, Nutella, pareil, pour la période des fêtes, a décidé de faire une publicité qui tourne autour de l'enfance. En fait, on va voir un jeune enfant, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui prépare les fêtes de famille avec les différents membres de sa famille et qui passe des moments. Et en fait, ces moments, il va les capturer en les mettant dans un pot Nutella sur lequel il va écrire chaque moment et qui va ensuite offrir le 24 décembre à toute sa famille. En fait, c'est vraiment... Déjà, chacun peut se mettre à la place de cet enfant et repenser aux fêtes de Noël qu'il a pu passer quand il est enfant, justement. Et on joue vraiment sur cet aspect sentimental et sur cet aspect souvenir qu'on essaye d'utiliser beaucoup en ce moment pour justement échapper un peu à cette situation très anxiogène qu'on a. Voilà, on va la regarder, même si tu as spoilé.
puis l'annonce à vous. On va passer à la quatrième tendance. Ouais, donc la quatrième tendance, ça va être un peu le parti pris de certaines marques sur est-ce que on fait, est-ce qu'on intègre les gestes barrières, le port du masque, tout ça dans les publicités, est-ce qu'on en parle, est-ce que c'est pas trop anxiogène? Et le but, c'était vraiment, est-ce qu'on s'adapte à tout ça? Est-ce qu'il faut montrer l'exemple, responsabiliser? Et finalement, il y en a pas mal de marques qui ont décidé de faire ça, donc mettre le port du masque dans les publicités, pas forcément essayer de ne pas le mettre, ils l'ont vraiment mis en disant bon, dans tous les cas on y est pour quelques temps. Il y a également souvent des messages qui rappellent les gestes barrières ou le fait que maintenant souvent il y a une petite astérix dans les publicités pour prévenir que la publicité a été tournée soit dans le respect des gestes barrières, soit avant la crise du Covid. Donc, c'est surtout pour dire que malgré tout, ils ont été responsables. Et il y a aussi le message qui est un peu indirect dans certaines publicités avec le port du masque pour une publicité de maquillage. Ou, voilà, donc c'est vraiment ces messages-là qui ont été mis en avant. Est-ce qu'on le fait d'une manière fun malgré le côté un peu anxiogène que ça peut apporter sur certaines publicités? Et en fait, graphiquement, comme depuis le début des tendances qu'on vous présente, ça va toujours être des infographies ou un message très simple et institutionnel de la part des marques. Et en fait, cette tendance, elle va durer jusqu'on pense au moins en juin, parce qu'avec l'arrivée du vaccin, etc., la crise on espère qu'elle va se calmer. Et à ce moment-là, les marques elles vont pouvoir revenir à une communication un petit peu plus légère et un petit peu plus commerciale, entre guillemets, en mettant vraiment en avant les produits et les services, plutôt que là, les valeurs et les messages. Donc, je vais laisser maintenant Réseaucom présenter des exemples. Alors voilà quelques exemples. Effectivement, on voit que les marques ont continué de communiquer. Ça leur a même donné une excuse pour communiquer et mettre en avant un peu leurs produits et tous les avantages des produits, justement, en contexte de confinement ou d'obligation de port du masque, etc. Donc, évidemment, la première est plutôt sympa. Et voilà, chacun trouve un peu son excuse en voulant détourner un peu ces obligations qui sont très contraignantes à leur avantage. C'est plutôt malin et je pense qu'effectivement, ça va continuer. Et peut-être le vaccin va donner de nouvelles occasions de communiquer encore avec d'autres messages où on va pouvoir rigoler encore. Donc c'est plutôt sympa comme tendance. Et voilà, donc après, à voir s'il faudra peut-être s'arrêter juste à temps pour pas en faire de trop, encore une fois. Une fois qu'on aura fait le tour de la question, je pense que ce sera une tendance qui va s'arrêter. Donc effectivement, toutes ces tendances-là sont quand même très liées au contexte. Et c'est difficile de se dire ce qui va se passer après. On avait qu'une page? Je ne sais plus. Non, un peu plus. Non, on avait deux. Voilà, où on a Burger King qui avait réagi tout de suite dès le premier confinement, Audi de la même façon, et Guinness qui n'est pas resté en reste en donnant des idées d'activités à la maison. Donc voilà, alors ensuite après on parle de quoi? C'est les réseaux sociaux. Ouais. Donc on va voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec Sabrina. Donc, impossible de parler com sans évoquer les réseaux sociaux qui ont été encore plus utilisés pendant ces périodes de confinement, de télétravail. Le premier phénomène que l'on a repéré avec Community, c'est l'utilisation massive des mèmes,
vous savez, ces images détournées qui sont accompagnées d'un texte court au ton humoristique, voire sarcastique. On a mis quelques exemples. Non, c'est pas, merde, c'est pas le bon. Ah bah non, ouais. Merde. Oh, c'est fait. Ouais, pardon. Excusez-nous. Excusez-nous. On va rechercher les bons. On va arrêter le partage. On va arrêter le partage quelque temps, le temps de rechercher les bons mêmes. En tout cas, ce sont des supports faciles à créer, à partager. Donc, ils sont particulièrement adaptés au code des réseaux sociaux. En plus, à moindre coût pour les marques, puisqu'il n'y a pas de créativité, on va dire, en tant que telle derrière. Pour les marques, ça leur permet... voilà, attendez, on va repartager les exemples. On n'a rien à faire, on est confinés. Bon, pour la partie communication, on vous attribuera une bonne note, mais pour la partie gestion technique… Désolé, ouais, là, on n'est pas au point. on est fait de l'humour, hein, même pas mal, on a mis. T'as vu? Donc, comme je le disais, ça permet aux marques de gagner en capital sympathie, puisque quand on utilise ce genre de support, l'humour prend le dessus et l'aspect commercial, publicitaire va être facilement gommé. Voilà pour les quelques exemples de mèmes qui sont très utilisés sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Zoé, tu veux parler de TikTok? Je vais laisser, moi, je vais vous parler d'exemples de TikTok, donc je vais d'abord laisser Angèle parler un petit peu de la plateforme. Ouais. Alors, TikTok, je pense que vous n'avez pas pu louper la tendance de cette année 2020, en tout cas pendant le confinement. Tout ce qui est danse, contenu viral, en tout cas en particulier chez les très jeunes. Donc, je vais donner quelques chiffres parce qu'ils sont quand même assez impressionnants. Aujourd'hui, dans le monde, TikTok, c'est 689 millions d'utilisateurs actifs par mois et 400 millions d'utilisateurs actifs par jour en Chine. Donc, c'est un réseau qui est très populaire en Asie, généralement. Il y a 11 millions d'utilisateurs en France qui passent plus d'1 heure à regarder des vidéos sur l'application chaque jour. Et la majorité des usagers, c'est les 13-17 ans. Donc, c'est un public assez jeune. Donc, il y a des publicités dessus, mais également des marques parfois qui font appel à des influenceurs qui sont maintenant appelés des TikTokers. Donc, voilà. Et ça permet aussi une grande expression de la créativité. Donc, ça change un peu de ce qui existe aujourd'hui avec YouTube ou Instagram. C'est un peu différent. Donc, ça fait qu'il y a plein de gens qui peuvent s'y mettre et qui peuvent devenir célèbres assez rapidement grâce à ces vidéos. Et au final, parfois, c'est même des mèmes animés. Donc, par les reprises de vidéos de télé-réalité ou autres, il y a plein justement de possibilités créatives. Donc, je laisse Zoé parler des exemples qu'on a pu voir passer sur TikTok. Alors, donc, je vais vous parler d'abord de Levi's qui a créé son hashtag Levi's Tailor Shop qui incitait sa communauté à customiser des produits Levi's en filmant un TikTok. Et en fait, à chaque TikTok, il y avait un don à l'association Surfer Rider, qui est une association qui protège les océans. Donc, ça a permis à Levi's, pardon, je vais m'en sortir, de vraiment avoir beaucoup de visibilité, d'une part grâce aux utilisateurs qui créent les TikTok, et en plus d'avoir la sympathie de ceux-ci parce que c'est un aspect caritatif. Et en fait, pour mettre en avant ce challenge, ils ont utilisé des influenceurs pour profiter de leur communauté. Ensuite, on a Merci Andy qui est une marque phare sur TikTok qui a 334 000 abonnés sur TikTok et qui va utiliser en fait toutes les fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, par exemple, en fait, sur TikTok, il y a une option de distorsion temporelle qui permet de faire des vidéos où on a l'impression qu'un produit Merci Andy en fait, est en train de léviter au milieu de la vidéo. Donc, c'est vraiment un coup de pub assez intéressant pour la marque. Ou encore, comme Angèle le disait, parfois ça peut être un mème animé. Et en fait, la marque a repris une scène d'Harry Potter, la fameuse Wingardium Leviosa, pour ceux qui connaissent, dans laquelle, en fait, dans laquelle
Hermione va faire un sort pour faire voler quelque chose. Et là, encore une fois, ça va être un produit, en fait, Merci Andy, qui va voler dans les airs. Et il y a aussi la possibilité de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Et L'Oréal a saisi cette chance en faisant une publicité pour son nouveau mascara avec l'influenceuse Sananas, en se basant sur des challenges qui existaient déjà sur TikTok pour un petit peu les remasteriser et les refaire à sa sauce et les mettre dans une publicité et inciter encore une fois les individus à participer à ce challenge. Et directement sur TikTok, ils pouvaient être redirigés vers le site pour acheter le mascara. Donc, c'est aussi une fonctionnalité très intéressante de la plateforme et c'est pour ça que les marques aiment cette plateforme parce qu'il y a beaucoup d'interactivité et ça permet aussi un achat assez facile pour les marques qui vendent des produits. Et du coup, je vais laisser Résocom parler du reste. Pardon, je n'ai pas fait de transition. On a également repéré la nano-influence. C'est une tendance qui va placer de vrais consommateurs au cœur de la stratégie des marques. Je parle de vrais consommateurs parce que les nano-influenceurs, ils ont des communautés plutôt réduites comparées aux méga-influenceurs qui vont avoir plus d'1 million d'abonnés. Et bien, les nano-influenceurs, ils ont entre 1000 et 5000 abonnés en général. Du coup, ils ont l'avantage d'être hyper disponibles, hyper engagés et motivés au service des marques. Et en fait, les nano-influenceurs, ils vont vraiment présenter les produits en apportant de vrais conseils à leur communauté. Et non pas, ça ne va pas être un énième placement de produits comme on peut le voir parfois chez des stars ou des influenceurs mondialement connus. Du coup, les consommateurs, ils vont être plus réceptifs, plus captifs, car plus en confiance avec ce genre d'influenceurs. En fait, pour nous, c'est vrai qu'on se dit que la nano-influence, ça s'apparente un peu à du bouche à oreille plutôt que de l'influence en tant que telle. Et le bouche à oreille, on sait que c'est une technique qui a largement fait ses preuves dans la publicité. Donc, les marques vont aller beaucoup, à notre avis, vers cette tendance-là, vers cette nano-influence, puisqu'en plus du fait que les influenceurs, les nano-influenceurs ont des communautés réduites, ce n'est pas forcément l'appât du gain qui va les intéresser, mais c'est vraiment d'apporter un conseil sur des sujets hyper ciblés à leur communauté. Ça va par exemple être les plats véganes, l'allaitement maternel, enfin voilà, ce genre de thématiques assez spécialisées, on va dire. Voilà pour les tendances sur les réseaux sociaux que l'on a repérées. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Jérôme qui va nous parler des tendances plus graphiques. Ouais. Donc, on partage l'écran, l'aspect technique. Et j'en profite pour vous dire à tous que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On reviendra dessus à la fin de la présentation. Donc là, oui, je vais vous faire un tour rapide des tendances qui sont pressenties pour l'année 2021. Voilà, donc après, je vais essayer de faire ça vite parce qu'on a déjà dépassé le temps qui était parti à notre conférence. Ouais. Donc voilà, alors un des aspects qui semble être assez émergent, c'est de revenir à un design militant. En fait, en période de crise et de grands mouvements de société, comme on a vu ces derniers mois, le design graphique ne reste jamais à l'arrière-marche, à l'arrière de ce genre de mouvement. C'est pourquoi on va revenir sur des tendances très utilisées lors des périodes révolutionnaires, comme donc le design, le constructivisme soviétique, le design relatif à tout ce qui était manifestation de mai 68, tout ça, le Bauhaus, avec des formes géométriques assez fortes, des couleurs assez franches, et également après le Flower Power, qui est aussi un mode de contestation plus pacifique, mais malgré tout très affirmatif. Donc ça fait partie des tendances bien ressenties sur l'année 2021, qui était déjà en route sur ce dernier trimestre avec ce qu'on a vu précédemment, mais voilà, qui devrait s'affirmer sur l'année à venir. Ensuite, une deuxième grosse tendance, ça serait de remettre l'humain vraiment au centre de la communication, mais dans toute sa diversité cette fois, en favorisant vraiment l'inclusion et d'avoir des postures très authentiques avec des vraies personnes. On oublie un peu les mannequins trop lissés et on est sur la diversité, sur qui constitue la société en fait.
Et à l'ère du tout numérique et du fait qu'on ne se croise plus aussi avec les confinements successifs, je crois que c'est vraiment une tendance qui va vraiment être là pour longtemps et qui va montrer des vrais gens enfin dans les publicités. Donc ensuite, on rejoint l'idée du confinement avec le mouvement. C'est-à-dire qu'avec toute cette période où on n'a pas pu bouger, ça va être le moment où les graphistes vont pouvoir donner du sens à leur création en favorisant l'évasion. Donc avec un retour de la 3D, ou du moins un retour en force de la 3D et du motion design, en faisant vivre tous les designs graphiques qui feront partie de l'identité des marques. Donc, et même sur le papier, on aura des choses tout en mouvement et avec des couleurs très vives pour donner envie aux gens d'avoir des nouvelles sensations. Donc là, je vous ai retrouvé un exemple de quelque chose. Où la marque met vraiment tout son design en mouvement. C'est quoi? C'est la connexion à... Donc voilà, une tendance forte aussi. Donc effectivement, tout le motion design et la vidéo, on le voit déjà, vont vraiment prendre une place importante dans tout ce qui est création graphique. Allez, ça recommence. Voilà, dans les trois autres tendances, on va aller donc de la simplicité à la radicalité. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de contre-pied à ce qu'on a vu se dessiner ces dernières années avec le numérique et les différents réseaux sociaux et l'utilisation massive des smartphones pour la communication. Le design graphique a tendance à s'uniformiser pour aller vers la simplification, pour aller vers l'UX design, pour vraiment favoriser l'expérience utilisateur. Et devant cette uniformisation et aussi cette monotonie un peu quelque part, il va y avoir un retour à des designs plus audacieux qui vont aller chercher plus d'originalité et à marquer les esprits et à se différencier forcément des autres marques. Enfin, il y a toujours l'infographie qui sera le chouchou de l'édition. On a besoin de plus en plus de données et un texte aujourd'hui n'aura jamais le poids d'une infographie, d'une mise en image, d'un visuel augmenté par des chiffres et des images fortes qui vont pouvoir exprimer vraiment des idées, quoi. N'importe quel, dans la presse ou dans tout ce qui est édition de magazines ou de rapports annuels, etc., l'infographie va prendre de plus en plus de place et ça va être vraiment un vecteur, parce qu'il peut être aussi numérique, facilement numérisable. Ça va être vraiment un vecteur important dans le design graphique. Au niveau de la typographie, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on était en réaction aussi à l'uniformisation, où on a vu vraiment Helvetica et le sans sérif, le roi de toutes les communications. On va aller vers des typos un peu plus originales, plus élégantes, parfois à la limite de la lisibilité, pour donner encore de la personnalité et qui pourront éventuellement se transformer avec le numérique. C'est ce que ça permet aussi. Par un clic, on va avoir quelque chose d'appel lisible et par un clic, on va le rendre un peu plus lisible. Donc avoir plus d'interactivité et susciter plus l'intérêt. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut remarquer beaucoup d'Helvetica, alors maigre, machin. Là, on va retourner sur des typographies beaucoup plus audacieuses et avec une utilisation très graphique de ces choses-là. Et enfin, au niveau de la couleur,
Ce qui est pressenti pour cette année, à la star des deux couleurs qu'on a choisies pour la présentation, qui sont les deux couleurs proposées par Pantone pour l'année 2021, c'est-à-dire un gris et un jaune assez flashy. On va être entre le peps et l'authenticité avec des gammes de couleurs qui seront pastel, très dans des tons naturels, qui vont évoquer vraiment l'authenticité et qui vont être réveillés à chaque fois par des couleurs plus flashy, plus issues du numérique, et pour dynamiser les communications. Donc voilà en gros les grandes tendances qu'on a pu observer sur les différents sites internet. Il nous reste 2 minutes, Anto, pour conclure, c'est ça? Il vous reste 2 minutes pour conclure, exactement, et après on passera aux questions-réponses. Ok. Donc, en conclusion, il est plutôt difficile de se projeter sur de nouvelles tendances, car tout ça va énormément dépendre de l'évolution de la crise sanitaire, puis de la crise économique qui va s'en suivre. On n'est pas sorti. Mais en fait, comme on l'a vu tout au long de cette présentation, la crise, elle pousse les marques à être davantage à l'écoute de leur public et de leurs besoins, donc ce qui est quand même plutôt positif. D'où l'émergence de communications engagées, solidaires, utiles ou nostalgiques. Et ce sont des axes de communication qui vont rassurer les consommateurs, qui vont permettre aux marques de garder le lien avec eux. Et aussi, on l'a dit, parfois de redonner bonne conscience aux marques, il ne faut pas l'oublier. Donc, on l'a répété à plusieurs reprises, mais on pense que, vu le contexte, ces tendances vont continuer, au moins sur le premier semestre 2021, tant que la crise sanitaire perdurera, malheureusement. Mais tout de même, il ne faut pas oublier que le but d'une entreprise, enfin des annonceurs, c'est de vendre un produit, un service ou un événement. Donc, la communication purement publicitaire, elle reste incontournable, ne serait-ce que pour assurer la pérennité économique de tous les secteurs d'activité. Donc, je pense que quand tout ça sera rentré dans l'ordre, on reviendra, enfin, on pense d'ailleurs, que tout ça, on reviendra peut-être à une communication plus traditionnelle avec des messages plus publicitaires. Mais quand même, on espère que, même si quand tout sera rentré dans l'ordre, on espère quand même qu'on n'oubliera pas tous les enseignements, les bonnes pratiques que la crise inédite a fait émerger, comme on vous l'a présenté ce soir. Merci à tous. Merci à vous. Donc maintenant, c'est le moment des questions-réponses et je vois que vous en avez quelques-unes, notamment concernant les nano-influenceurs. À mon avis, là, ça a attiré l'attention de pas mal de personnes. Donc, la première question de Marion, quelle stratégie conseillez-vous pour approcher les nano-influenceurs en direct ou par une agence? Vous avez 4 heures. Alors, en fait, ça dépend. Il y a des nano-influenceurs qui ont leur propre boîte de messagerie et s'ils veulent vraiment être influenceurs ou commencer à se projeter, ils vont avoir une adresse mail spécifique ou alors, vu qu'ils sont assez petits, ils peuvent répondre directement à des messages, des DM. Mais après, quand on va un peu plus haut, il y a des influenceurs à partir de 30 000 abonnés. Bon, là, ça commence à être énorme, mais qui sont dans des agences. Après, il y a tout type d'agences et ça dépend avec tout type d'influenceurs, allant de l'influenceur make-up ou l'influenceuse make-up à l'influenceur ou l'influenceuse qui va plus être sur l'écologie ou la seconde main. Il y a de tout. Mais en fait, ça dépend de quel nano-influenceur ou influenceuse c'est. Parce qu'ils ne sont pas tous ou toutes en agence, en tout cas. Ok. Alors du coup, Marion, j'espère que ça répond à votre question. Si vous voulez rebondir après, n'hésitez pas, vous pouvez prendre la parole directement en réactivant votre micro. Vous pouvez aussi vous exprimer dans le chat. J'ai vu qu'il y avait une autre question aussi de la part de Stéphanie concernant votre Amazon, donc Amazon, l'accélérateur du numérique. Donc je pense qu'ils ont un peu pompé l'idée au niveau du SPN, mais bon, on leur dira rien, c'est pas grave. Donc comment se fait-il que tant d'entrepreneurs n'en aient pas entendu parler? Alors, c'est vrai qu'ils ont annoncé ça récemment sur BFM, mais donc il y a une petite campagne qui a été lancée. Après, nous, on l'a vu parce que peut-être qu'on a recherché et puis on était sensible à ces problématiques de digitalisation des commerçants. Mais après, je sais pas dans quelle mesure ils ont diffusé leur message.